Je n'oublierai jamais le moment où j'ai compris qu'Armand Delacroix ne reviendrait plus jamais. C'était ce soir-là, dans son salon au mur tendu de soie dorée, quand j'ai vu les mains tremblantes de Madame la Ministre ouvrir cette enveloppe maudite. Le seau de cire rouge s'est brisé comme un présage, libérant ces mots qui allaient hanter mes nuits. La vérité ne se livre pas, elle se fait arracher. 15 ans que je servais cette famille, 15 ans que j'étais le témoin silencieux de leurs secrets les plus sombres, et jamais je n'avais ressenti une telle terreur glaciale remonter le long de ma colonne vertébrale. Les convives, ces titans de l'industrie et de la politique, restaient figés autour de la table dressée avec un luxe inouï, leurs visages blêmes reflétés dans l'argenterie de Christophe qui n'avait pas servi. Monsieur Armand n'était pas homme à plaisanter avec de telles mises en scène. Cet homme qui possédait des quartiers entiers de Paris, qui faisait trembler les ministres d'un simple regard, qui collectionnait les secrets comme d'autres les œuvres d'art, venait de disparaître au moment précis où il promettait de tout révéler. Les lustres de baccarat projetaient leurs reflets cristallins sur les visages livides des invités, créant une atmosphère d'opéra macabre. L'ancien ministre Bertrand, celui qu'un scandale avait chassé du pouvoir 2 ans plus tôt, serrait convulsivement sa coupe de champagne, ses jointures blanches trahissant une panique à peine contenue. À cet instant précis, j'ai compris que ma vie venait de basculer dans un abîme dont je ne reverrais peut-être jamais la lumière, car j'étais le seul à connaître le véritable secret d'Armand Delacroix. Mon nom est Henri Moreau, et pendant 15 années, j'ai été bien plus qu'un simple majordome pour la famille Delacroix. J'étais leur confident, leur complice silencieux, le gardien de leurs secrets les plus inavouables. Dans ce monde doré de l'avenue Montaigne, où chaque sourire cache un calcul et chaque poignée de main scelle un chantage, j'ai appris que la vérité est plus précieuse que tous les diamants de Van Cleef & Arpels. Ce que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est l'histoire d'un homme qui croyait pouvoir jouer avec les puissants de ce monde comme avec des marionnettes. Armand Delacroix n'était pas seulement un magnate de l'immobilier, il était l'architecte invisible d'un empire bâti sur les faiblesses humaines et les compromissions. Dans son coffre-fort blindé, caché derrière un monnaie authentique, reposait assez de preuves pour faire s'écrouler 3 gouvernements et ruiner une 50aine de familles fortunées. J'ai vu défiler dans ces salons feutrés des princes du pétrole, des héritières en perdition, des diplomates véreux et des industriels sans scrupules. Tous venaient chercher la protection d'Armand ou tentèrent de négocier leur silence. Car monsieur savait tout. Les détournements de fonds publics, les trafics d'influence, les liaisons scandaleuses, les adoptions illégales d'enfants du tiers-monde par des couples stériles fortunés. Mais ce soir du 15 novembre, quelque chose a mal tourné dans cette mécanique parfaitement huilée du chantage et de la corruption. Quelqu'un avait décidé que les révélations promises d'Armand n'auraient jamais lieu. Les 3 derniers jours avant sa disparition, M. Armand avait changé. Lui, qui d'ordinaire descendait chaque matin à 8 heures précises dans sa robe de chambre en soie italienne pour déguster son café Blue Mountain en lisant les journaux financiers, restait cloîtré dans son bureau jusqu'à des heures tardives. Les rideaux de velours bordeaux demeuraient étirés et seule la lueur bleutée de ses écrans d'ordinateur filtrait sous la porte massive en acajou. Je me souviens particulièrement du mardi 13 novembre. Madame Delacroix, cette femme sculpturale qui portait ses 50 ans comme une couronne et ses diamants comme une armure, était partie pour son spa habituel de Gstad. Monsieur en avait profité pour recevoir une visite inhabituelle, celle de Maître Vosges, son avocat personnel, accompagné d'un notaire que je n'avais jamais vu auparavant. L'entrevue avait duré 4 heures. 4 heures pendant lesquelles j'avais servi du thé Earl Grey et des macarons La Durée, observant ces 3 hommes penchés sur une pile impressionnante de documents. L'atmosphère était électrique, chargée d'une tension que même les bergamotes du thé ne parvenaient pas à dissiper. Maître Vosges, habituellement si maître de lui, transpirait malgré la fraîcheur automnale. Quand ils sont partis, monsieur m'a demandé de brûler certains papiers dans la cheminée de marbre du salon principal. J'ai obéi, comme toujours, mais j'ai remarqué qu'il s'agissait de correspondances avec des banques suisses et luxembourgeoises. Les flammes ont léché ses secrets financiers pendant que monsieur me regardait faire, ses yeux gris acier brillants d'une détermination que je ne lui avais jamais connue. Le mercredi, il a passé la journée entière au téléphone. Des appels internationaux, en français, en anglais, parfois en allemand. Sa voix portait une autorité nouvelle, presque menaçante. J'entendais des bribes de conversation. Les preuves sont en sécurité. Vous n'avez plus le choix. Demain soir, tout sera révélé. Entre 2 appels, il sirotait un cognac Hennessy Paradis, ce qu'il ne faisait que dans les moments de très grand stress. L'après-midi même, il m'a convoqué dans son bureau pour me confier une mission inhabituelle. Il fallait que je prépare le dîner du lendemain avec un luxe inégalé. Sortir la vaisselle en or massif de Christophe, déboucher les bouteilles de Château Pétrus 1982, faire livrer des huîtres Gilardo et du caviar au Cétra. Ce sera un dîner inoubliable, Henri, m'avait-il dit avec un sourire qui ne ressemblait pas au sien.
Ce soir-là, j'ai découvert quelque chose qui m'a glacé le sang. En apportant ses médicaments pour le cœur dans sa chambre, j'ai aperçu sur sa table de chevet une photographie que je n'avais jamais vue. Celle d'une jeune femme blonde, très belle, avec des yeux d'une tristesse infinie. Au dos, une inscription à l'encre bleue. Pour que justice soit enfin rendue à Elena, AD. Le jeudi matin, jour fatidique, monsieur s'est levé avant l'aube. Je l'ai trouvé dans son bureau, vêtu de son plus beau costume Savile Row, une cravate Hermès nouée à la perfection. Il contemplait Paris depuis sa fenêtre, les Invalides dorés par les premiers rayons du soleil. « Henri !» m'a-t-il dit sans se retourner. « Quoi qu'il arrive ce soir, souvenez-vous que certains secrets méritent qu'on meure pour les révéler. » Il a passé la matinée à réorganiser son coffre-fort, manipulant des dossiers épais comme des annuaires, des clés USB, des enregistrements audio. Puis il s'est enfermé pour écrire à la main plusieurs lettres, utilisant ce papier à en-tête personnalisé qu'il réservait aux occasions exceptionnelles. L'une d'elles était adressée à « Mon cher commissaire Blanchard », une autre à « Madame la procureure ». À 17h, il m'a remis une enveloppe scellée en me disant « Si je ne suis pas revenu à 22h précises ce soir, vous donnerez ceci aux invités ». Puis il est parti, au volant de sa Bentley Continental, sans chauffeur pour la première fois depuis des années. C'était la dernière fois que je le voyais vivant. Pour comprendre pourquoi Armand Delacroix a disparu, il faut d'abord comprendre l'empire de secrets sur lequel il régnait depuis 20 ans. Dans les tiroirs secrets de son bureau Louis XV, derrière des mécanismes cachés que seuls lui et moi connaissions, s'accumulaient les preuves des plus grands scandales de notre époque. Des photographies compromettantes, des enregistrements audio, des relevés bancaires, des contrats falsifiés. Le dossier le plus volumineux concernait l'affaire Elena Kozlova, cette jeune mannequin russe de 19 ans retrouvée morte dans sa suite du Plaza Athénée en 2018. Officiellement, c'était un suicide par overdose. Officieusement, Armand détenait les preuves qu'elle avait été assassinée après avoir menacé de révéler sa liaison avec un ministre en exercice, marié et père de 3 enfants, qui lui promettait un contrat d'égérie pour une grande marque de parfum en échange de sa discrétion. J'avais moi-même assisté à plusieurs rencontres entre Armand et ce ministre dans notre salon privé. L'homme arrivait toujours par l'entrée de service, dissimulé sous un pardessus sombre et une casquette. Il suppliait Armand de détruire les preuves de sa liaison avec Elena. Des photos volées par un paparazzi véreux, des reçus d'hôtels de luxe, des bijoux offerts et tracés par leur numéro de série. En échange, le ministre garantissait l'attribution de certains marchés publics aux sociétés d'Armand. Mais Elena n'était que la partie visible de l'iceberg. Dans un autre dossier, soigneusement rangé dans une chemise cartonnée rouge, Armand conservait les preuves d'un réseau de prostitution haut de gamme qui opérait depuis le yacht de l'industriel Martineau, ancré en permanence au large de Monaco. Des femmes d'Europe de l'Est, toutes mineures au moment de leur recrutement, étaient mécontraintes de divertir une clientèle triée sur le volet. Députés européens, PDG du CAC 40, princes du Golfe. Ce réseau était protégé par des complicités qui montaient jusqu'au sommet de l'État. Armand possédait l'enregistrement d'une conversation téléphonique où un haut fonctionnaire de la police judiciaire promettait de perdre certaines pièces à conviction en échange d'un versement de 2 millions d'euros sur un compte aux îles Caïmans. Cette conversation avait été captée grâce à un système d'écoute sophistiqué qu'Armand avait fait installer dans tous ses téléphones. Le chantage était devenu l'art de vivre d'Armand Delacroix. Il ne réclamait jamais d'argent directement. À la place, il obtenait des informations privilégiées sur les marchés, des autorisations administratives accélérées, des ventes de terrains publics à des prix dérisoires. Son empire immobilier s'était ainsi constitué grâce à une corruption systémique dont il tirait les ficelles depuis son salon feutré de l'avenue Montaigne. Parmi ses clients involontaires figuraient également plusieurs héritières de grandes fortunes industrielles. L'une d'elles, que j'appellerai Madame X pour protéger sa famille encore vivante, avait tué son mari dans un accès de jalousie en découvrant qu'il entretenait une liaison avec leur femme de chambre philippine. Armand avait orchestré le maquillage en accident de chasse, corrompant les enquêteurs et le légiste. En échange, il avait obtenu la cession gratuite de plusieurs immeubles parisiens, d'une valeur de 50 millions d'euros. Ce qui rendait Armand particulièrement redoutable, c'était sa méthode. Il ne se contentait jamais d'une seule source de compromission. Pour chaque client, il accumulait les preuves, croisant les témoignages, multipliant les angles d'attaque. Ainsi, quand le banquier Rousseau avait tenté de se libérer de son emprise en menaçant de révéler les méthodes d'Armand, ce dernier avait simplement dévoilé les preuves que Rousseau détournait l'argent des comptes en déshérence de clients décédés pour financer son train de vie fastueux. Au fil des années, j'ai compris qu'Armand jouait un jeu beaucoup plus complexe qu'il n'y paraissait. Il ne cherchait pas seulement l'enrichissement personnel. Dans son bureau, punaisé discrètement derrière un cadre, se trouvait une liste manuscrite de noms. Une liste qu'il appelait sa « justice privée ». Elena Kozlova figurait en tête, suivie d'autres victimes de ces puissants corrompus qu'il tenait dans ses filets.
La veille de sa disparition, il m'avait confié que le moment était venu de rendre les comptes. 20 ans de chantage, de silence acheté, de crimes couverts. Ils croient que l'argent peut tout acheter, Henri, même la vérité. Ce soir, ils vont découvrir leur erreur. Ces mots résonnent encore dans ma mémoire comme l'annonce d'une tragédie inéluctable. Le carton d'invitation était en papier verger crème, gravé à l'ancienne avec les armes personnelles d'Armand Delacroix. 2 griffons dorés encadrant une devise latine « Veritas liberabit vos ». La vérité vous libérera. Seuls 8 privilégiés avaient reçu cette invitation pour le dîner du 15 novembre, et je connaissais intimement chacun d'entre eux pour les avoir servis pendant des années dans cette demeure où se tramaient les plus sombres complots du pouvoir parisien. Le premier à arriver fut naturellement Antoine Bertrand, l'ancien ministre de l'économie disgracié 2 ans plus tôt par l'affaire des comptes offshore. Cet homme de 60 ans, aux cheveux gris soigneusement lissés et au costume toujours impeccable, conservait une prestance naturelle malgré sa chute. Il connaissait Armand depuis leurs années communes à l'ENA, et leur amitié s'était muée en une relation de dépendance mutuelle. Armand protégeait Bertrand de poursuites judiciaires, et en échange, celui-ci lui fournissait des informations confidentielles sur les décisions gouvernementales. Madame Claudine Moreau, la patronne de presse propriétaire de 3 magazines People et d'un quotidien économique, fit son entrée dans un nuage de Chanel Negron 5 et de manipulation médiatique. Cette femme de 55 ans, sculptée par la chirurgie esthétique et blindée de bijoux Cartier, était l'arme de destruction massive d'Armand dans sa guerre psychologique contre ses ennemis. Un mot de lui, et elle pouvait détruire une réputation en une semaine de couverture scandaleuse, ou, au contraire, blanchir l'image d'un criminel par une campagne de réhabilitation savamment orchestrée. L'industriel Jean-Philippe Martineau arriva au volant de sa Ferrari personnalisée, ses cheveux platines reflétant la lumière des réverbères. Héritier d'un empire sidérurgique, il avait reconverti ses usines en centres logistiques pour le commerce en ligne, tout en développant des activités plus obscures. Son yacht Liberté, ancré à Monaco, servait de décor à des soirées privées où se mêlaient hommes d'affaires, politiques et très jeunes femmes d'Europe de l'Est. Armand possédait suffisamment de preuves pour l'envoyer 20 ans en prison. Le couple Dubois fit son apparition dans leur Rolls-Royce Silver Ghost. Lui, ambassadeur en retraite, et elle, héritière d'une fortune pharmaceutique. Leur secret était particulièrement sordide. Ils avaient organisé l'adoption illégale de 3 enfants cambodgiens en corrompant des fonctionnaires locaux et en falsifiant des documents d'état civil. Ces enfants, officiellement orphelins, avaient été arrachés à leur famille biologique. Armand détenait les preuves de ces enlèvements déguisés et les utilisait pour obtenir des informations sur les cercles diplomatiques internationaux. Maître Vincent Caron, l'avocat d'affaires le plus redouté du barreau de Paris, descendit de son Bentley Bentayga, avec son habituelle élégance glaciale. Cet homme de 45 ans, aux tempes grisonnantes, était spécialisé dans le blanchiment d'argent sale et l'évasion fiscale pour une clientèle de dictateurs africains et de mafieux russes. Armand avait financé ses études de droit, puis l'avait aidé à monter son cabinet en échange d'une loyauté absolue. Caron était devenu son bras armé juridique, capable de faire disparaître n'importe quelle preuve ou d'intimider n'importe quel témoin gênant. La baronne, Elisabeth von Habsburg, descendante déchue d'une lignée aristocratique autrichienne, apporta à ce dîner maudit son réseau de relations dans la haute société européenne. Cette femme de 70 ans, aux bijoux authentiques mais aux finances désastreuses, servait d'informatrice à Armand dans les palaces de Genève, Vienne et Monaco. En échange de ses services d'espionnage mondain, il finançait discrètement son train de vie et évitait qu'elle finisse dans un hospice pour nobles ruinés. Enfin, le docteur Samuel Roth, psychiatre des puissants et manipulateur de conscience, complétait ce cercle infernal. Cet homme charismatique de 50 ans soignait la dépression des femmes d'industriels tout en les droguant pour obtenir des informations sur les affaires de leurs époux. Il avait également fourni de faux certificats médicaux pour couvrir les crimes de certains clients d'Armand, notamment en faisant passer des meurtres pour des crises de démence temporaire. Ces 8 personnages formaient le cercle intime d'Armand Delacroix, un système parfaitement organisé de corruption mutuelle, où chacun détenait assez de secrets sur les autres pour garantir leur silence éternel. Ils se retrouvaient ainsi, une fois par mois dans cette demeure de l'avenue Montaigne, pour coordonner leurs activités illégales et se partager les bénéfices de leurs crimes respectifs. Ce soir du 15 novembre, ils ignoraient encore qu'ils venaient d'assister à leur dernier dîner en liberté, et qu'Armand Delacroix avait décidé de dynamiter ce temple de la corruption dont il était à la fois le grand prêtre et la première victime. Dès le lendemain matin de la disparition, la machine infernale se mit en branle pour étouffer l'affaire. Le commissaire divisionnaire Blanchard, celui-là même qu'Armand comptait contacter avec ses révélations, reçut un coup de téléphone du ministère de l'Intérieur, lui ordonnant de classer l'enquête en fugue volontaire d'adultes. Officiellement, Armand Delacroix avait simplement décidé de s'exiler fiscalement aux Bahamas, comme tant d'autres riches contribuables français.
Officieusement, on enterrait soigneusement la vérité sous des tonnes de paperasserie administrative. J'ai assisté impuissant à cette mascarade depuis ma position de témoin privilégié. Les invités du dîner maudit s'étaient concertés dès le lendemain dans le bureau de Maître Caron. Pendant 3 heures, ils ont élaboré une version officielle des faits. Armand était parti de son plein gré après avoir simulé son enlèvement pour échapper à un contrôle fiscal. Cette version arrangeait tout le monde, y compris les autorités qui pouvaient ainsi éviter un scandale d'ampleur nationale. Mais la réalité était bien différente, et je le savais pour avoir découvert certains indices troublants dans les heures qui suivirent la disparition. En nettoyant le bureau d'Armand, j'avais trouvé des traces de lutte, des papiers éparpillés, un verre de cognac brisé derrière le fauteuil Louis XVI, des éclats de verre mélangés à des gouttes de sang sur le tapis persan. Quelqu'un était venu chercher Armand de force, et ce quelqu'un connaissait parfaitement les habitudes de la maison. Le plus troublant était la disparition sélective de certains documents. Le coffre-fort était intact, mais plusieurs dossiers spécifiques manquaient à l'appel, ceux concernant Elena Kozlova, le réseau de prostitution de Martineau, et surtout un mystérieux dossier marqué « Opération Prométhée », dont j'ignorais le contenu mais qu'Armand consultait régulièrement ces derniers mois. Seule une personne connaissant parfaitement le système de classement d'Armand pouvait procéder à une sélection aussi précise. Mes soupçons se portèrent naturellement sur Maître Caron, le seul des invités à posséder les compétences juridiques et les relations nécessaires pour organiser une telle opération. Cet avocat véreux avait accès aux secrets d'Armand depuis 15 ans et connaissait l'emplacement exact de chaque document compromettant. De plus, il était le mieux placé pour orchestrer la couverture policière et judiciaire de l'affaire. 3 semaines après la disparition, j'ai tenté de contacter directement le commissaire Blanchard pour lui faire part de mes découvertes. Notre rencontre eut lieu dans un café discret du 20e arrondissement, loin des regards indiscrets du 8e. Blanchard était un homme rongé par les remords, conscient de participer à l'étouffement d'une affaire criminelle majeure. « Henri, m'avait-il confié en sirotant son café, il y a des forces qui nous dépassent dans cette histoire. Armand Delacroix en savait trop, et certaines personnes étaient prêtes à tout pour le faire taire. Le commissaire m'avait alors révélé un détail capital. Le matin de sa disparition, Armand avait retiré de sa banque privée un coffret métallique qu'il conservait dans ses coffres depuis 10 ans. Ce coffret contenait selon les employés de la banque des enregistrements audio et des photographies. Le directeur de l'agence, un certain Monsieur Durand, avait été retrouvé mort 3 jours plus tard dans sa villa de Neuilly, officiellement victime d'une crise cardiaque. Officieusement, l'autopsie révélait des traces de digitaline, un poison indétectable qui provoque un arrêt cardiaque. Mes propres recherches m'avaient mené à découvrir l'existence d'un réseau encore plus vaste que tout ce qu'Armand avait pu imaginer. Opération Prométhée était en réalité le nom de code d'un système de chantage international orchestré par une organisation criminelle implantée dans plusieurs pays européens. Armand n'était pas le maître du jeu comme il le croyait, mais simplement un pion dans un échiquier beaucoup plus complexe. Cette découverte expliquait pourquoi sa tentative de révélation avait signé son arrêt de mort. En menaçant de tout révéler, Armand risquait de faire s'effondrer un édifice criminel qui dépassait largement le cadre de la France. Les véritables commanditaires de sa disparition n'étaient pas ses victimes habituelles de chantage, mais ses supérieurs hiérarchiques dans cette organisation internationale du crime en col blanc. Aujourd'hui, 4 ans après sa disparition, je sais qu'Armand Delacroix repose quelque part au fond de la Seine ou dans une fosse anonyme d'une forêt européenne. Son corps ne sera jamais retrouvé, et ses secrets sont morts avec lui. Mais moi, Henri Moreau, je reste le dernier gardien de sa mémoire et le témoin vivant de cette vérité que personne ne veut entendre. 6 mois après la disparition d'Armand, j'ai pris la décision la plus dangereuse de ma vie. Fouiller secrètement sa demeure à la recherche d'indices que les premiers nettoyeurs auraient pu manquer. C'est ainsi que j'ai découvert, dissimulé derrière un double fond du bureau de Madame Delacroix, une clé USB portant l'inscription « Elena, justice ». Cette petite mémoire électronique contenait la vérité intégrale sur le meurtre de la jeune mannequin russe, y compris l'enregistrement vidéo de son agonie filmée par ses bourreaux. Les images étaient insoutenables. Elena, attachée sur le lit de sa suite du Plaza, suppliait qu'on épargne sa famille restée en Russie, tandis qu'on lui injectait une dose massive d'héroïne pure. Ces assassins portaient des masques, mais leur voix était parfaitement reconnaissable. J'ai identifié sans difficulté Antoine Bertrand, l'ancien ministre, et Jean-Philippe Martineau, l'industriel. Le 3e homme était inconnu, mais son accent américain et sa bague sertie d'un diamant noir suggéraient des connexions internationales. Cette vidéo révélait la mécanique implacable du système criminel dans lequel Armand évoluait. Elena n'était pas seulement la maîtresse de Bertrand, elle était une espionne au service d'une organisation rivale qui tentait de pénétrer les secrets d'État français. Sa mort était un avertissement destiné à tous ceux qui chercheraient à infiltrer le réseau Prométhée. Armand le savait,
et c'est précisément pour cela qu'il avait décidé de la venger en révélant publiquement l'existence de cette organisation. Au fil de mes découvertes clandestines, j'ai compris que la disparition d'Armand était le point culminant d'une guerre souterraine entre plusieurs organisations criminelles internationales se disputant le contrôle du chantage institutionnel en Europe. Prométhée était la branche française d'un réseau appelé Olympe, dirigé depuis la Suisse par un mystérieux conseil de 12 membres surnommé les Dieux. Armand avait tenté de s'affranchir de leur tutelle en constituant son propre réseau de chantage. La preuve de cette rébellion se trouvait dans ses derniers échanges cryptés avec un contact qu'il appelait Icare. Grâce au logiciel de décryptage qu'Armand m'avait appris à utiliser pour ses communications confidentielles, j'ai pu reconstituer leur conversation. Icare était en réalité un agent infiltré du FBI américain qui promettait protection et immunité à Armand en échange de la liste complète des membres d'Olympe et de leurs victimes de chantage. Cette alliance avec les services américains expliquait l'escalade fatale des dernières semaines. Les dieux d'Olympe avaient redécouvert la trahison d'Armand et avaient envoyé leur meilleur nettoyeur pour l'éliminer avant qu'il ne puisse témoigner devant un grand jury américain. Le dîner du 15 novembre était un piège parfaitement orchestré. Pendant qu'Armand préparait ses révélations, ses assassins pénétraient dans la demeure par les passages secrets qu'ils connaissèrent depuis longtemps. Le plus tragique dans cette histoire, c'est qu'Armand avait anticipé sa mort. Dans ses derniers documents, j'ai trouvé son testament secret qui léguait l'intégralité de sa fortune à une fondation pour les victimes de trafic d'êtres humains. Il savait qu'en défiant Olympe, il signait son arrêt de mort, mais il espérait que sa disparition attirerait l'attention internationale sur ses réseaux criminels. Son sacrifice a été inutile. L'affaire a été étouffée, ses biens ont été saisis par des créanciers fictifs et ses révélations n'ont jamais vu le jour. Aujourd'hui, 4 ans plus tard, les anciens complices d'Armand continuent de prospérer dans l'impunité la plus totale. Bertrand a été discrètement réhabilité et siège au conseil d'administration de 3 multinationales européennes, touchant des émoluments de plusieurs millions d'euros annuels. Martineau a vendu son empire industriel pour investir massivement dans les crypto-monnaies et les plateformes de blanchiment d'argent numérique, recyclant les profits de ses anciens trafics. Madame Moreau contrôle désormais un empire médiatique tentaculaire qui façonne l'opinion publique selon les besoins stratégiques d'Olympe, muselant les journalistes d'investigation et orientant les débats politiques. Tous ont largement bénéficié de la disparition de leur ancien maître chanteur, récupérant ses parts de marché et ses réseaux d'influence. Mais moi, Henri Moreau, je n'ai jamais abandonné ma quête obsessionnelle de vérité et de justice. Chaque nuit, dans le secret de ma modeste chambre de bonne du 18e arrondissement, je copie méticuleusement les documents qu'Armand m'avait confiés avant sa disparition, les dispersant dans différentes cachettes sécurisées à travers l'Europe. Coffres bancaires suisses, caves monastiques isolées, coffres forts d'avocats intègres. J'ai constitué au fil des années un dossier de plus de 1000 pages prouvant irréfutablement l'existence du réseau Olympe, avec nom complet, adresse personnelle, date précise des crimes, numéros de comptes bancaires offshore et témoignages accablants de victimes survivantes. Ce dossier explosif contient également les enregistrements audio originaux des conversations entre les dieux et leurs exécutants, ainsi que les photographies des scènes de crimes maquillées. En attendant le jour propice pour mes révélations, je vis dans l'ombre permanente, observant méthodiquement ces criminels en col blanc qui se croient définitivement intouchables et au-dessus des lois humaines. Ils ignorent totalement qu'un simple majordome de 68 ans, invisible à leurs yeux hautains, détient aujourd'hui les clés de leur destruction totale et de leur châtiment public. Car Armand Delacroix avait profondément raison sur un point essentiel. Certains secrets sacrés méritent qu'on meure héroïquement pour les révéler au monde, et d'autres méritent qu'on survive courageusement pour les dévoiler au moment opportun. Elena Kozlova, Armand Delacroix et toutes leurs victimes innocentes auront enfin justice, même si cette mission sacrée doit me coûter la vie. La vérité ne se livre jamais spontanément. Elle se fait arracher de force aux puissants. Mais parfois, il suffit d'un homme ordinaire armé de sa seule détermination pour l'arracher définitivement des coffres forts où elle croupit. 4 ans ont passé depuis cette nuit maudite du 15 novembre, et pas un jour ne s'écoule sans que je repense aux dernières paroles d'Armand. Souvenez-vous que certains secrets méritent mal qu'on meure pour les révéler. À l'époque, je n'avais pas mesuré la portée prophétique de ces mots. Aujourd'hui, je comprends qu'il me léguait une mission sacrée, celle de perpétuer sa mémoire et de poursuivre son combat pour la justice. Dans ce monde doré de l'avenue Montaigne, où j'ai passé 15 années de ma vie, j'ai appris que la vérité et la justice ne sont pas des valeurs négociables sur les marchés financiers. Elles n'ont pas de prix parce qu'elles n'ont pas de maître. Les puissants de ce monde croient de pouvoir acheter le silence, corrompre les consciences, effacer les preuves. Ils se trompent. Il reste toujours quelqu'un pour se souvenir, pour témoigner, pour transmettre. La prochaine fois, je vous raconterai l'histoire de Marina Volkov,
cet oligarque russe disparu dans les eaux troubles de la Côte d'Azur, après avoir menacé de révéler les liens entre le Kremlin et certaines banques européennes. Car les mystères de ce monde ne s'arrêtent jamais. Et moi, Henri Moreau, je continuerai à vous les révéler, une histoire à la fois, jusqu'à ce que justice soit rendue.